L'idée, ça va être de présenter un petit peu le contexte du renouveau des études en France sur les charpentes, en fait, le regain d'intérêt qu'il y a eu. Les apports de la dendrochronologie, en fait, ce qui permet la datation des bois durant le XXe siècle, et un nouveau regain à partir des années 80 sur les charpentes en particulier, avec beaucoup d'études et notamment de synthèse. Comment on passe de la charpente romane à la charpente gothique et comment on évolue un petit peu jusqu'à nos jours. Dès le XIXe siècle, on commence à avoir des études systématiques très sérieuses pour le coup et documentées, avec notamment Eugène Viollet-le-Duc, qui au XIXe siècle, lorsqu'il est inspecteur général des monuments historiques, et par ses restaurations et par son intérêt, et aussi pour son dictionnaire, observe un très grand nombre de structures où à l'époque déjà il propose une certaine évolution de la charpente avec des datations en faisant des comparaisons entre les monuments et les techniques utilisées et des éléments textuels. Ça c'est un dessin de Eugène Viollet-le-Duc et ça représente, c'est l'une des fermes du palais épiscopal d'Auxerre qui date du XIIIe siècle. Ça c'est un dessin d'Henri Deneux, alors pour le coup des dessins du début du XXe qu'on n'en fait plus trop aujourd'hui, mais qui montre le détail qu'il pouvait apporter à la représentation. Il écrit également une somme qui s'appelle L'évolution de la charpente et qui aujourd'hui est critiquée bien sûr puisque du coup on a des moyens techniques et des points de comparaison assez importants qui permettent de revenir dessus, mais nombre de ces analyses sont très très pertinentes et restent toujours effectivement dans les jalons qu'il a pu poser chronologiques d'évolution, au moins dans les grandes lignes, sont tout à fait bien. Donc on a avant tout la charpente romane qu'on trouve sur les édifices aujourd'hui conservés, donc la plupart sur lesquels il y a eu des études, c'est principalement des édifices, des charpentes du Xe ou du XIe siècle. Aussi belle soit-elle, une charpente, ça sert à maintenir une couverture en fait. Donc la charpente romane, elle se distingue parce que les fermes sont toutes les mêmes. Elles sont espacées de 70 à 80 cm. Elles ne sont pas tramées, c'est-à-dire qu'elles ne tiennent pas compte de la structure du bâtiment. En fait. Elles sont simplement sur les murs et elles fonctionnent en compression. C'est-à-dire qu'en gros, le poids de la couverture vient s'appuyer et c'est l'entrée. C'est la pièce qui est ici, la pièce horizontale ici. Et donc l'entrée est souvent de très forte section, puisque le poids qui vient s'appuyer de la couverture, c'est l'entrée qui va retenir effectivement le bâtiment. Alors ça marche sur des petites portées en fait. Quand on va vouloir agrandir les portées, on va avoir besoin de quelque chose de plus résistant que ça. On va développer donc à partir du XIIe la charpente qu'on dit gothique par rapport à la romane, parce que du coup c'est par rapport aussi à l'évolution des bâtiments, dite à chevron formant ferme. Ça c'est une ferme. On a une ferme qu'on va appeler principale, qui va s'adapter à l'architecture du monument, c'est-à-dire que on va le mettre plutôt à l'endroit où on a besoin où il y a par exemple des contreforts, on ne va pas le mettre au-dessus des ouvertures, on va le mettre sur les endroits où les maçonneries n'ont pas été percées pour des ouvertures ou autres, de façon à ne pas surcharger en fait les maçonneries. On va avoir un autre type de charpente qui va se développer, qui va être moins consommateur en bois, parce que là pour le coup il faut quand même beaucoup de bois long. Alors qu'avec la charpente qu'on appelle gothique aussi, mais à ferme et panne, la charpente à ferme et panne, on va supprimer en fait toutes les fermes intermédiaires. Toutes les fermes sont reliées par des pannes, c'est les grandes pièces longitudinales. Château d'Aurouy, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, ça c'est un plan au sol, donc le bâtiment ancien d'origine, c'est celui qui est en orange en fait. Donc l'étude de la charpente a permis effectivement alors déjà d'observer, quand on va dans les combles, ça permet d'observer les arrases des maçonneries, mais également de voir ce qui s'est produit à la charpente. On avait voilà, une des fermes. Elle est également intéressante, pas très facile à comprendre parce que toutes les parties ne sont pas visibles en fait, notamment le sol, mais elle repose sur une sorte de pan de bois en fait. Okay. Voilà. Tout le long ici, vous avez un pan de bois. En fait la charpente, la ferme, c'est juste ça. Donc elle est surélevée, donc on a un espace en dessous,
Donc on a un plancher et un autre niveau de plancher en plus. Et du coup, elle est surélevée. Donc c'est assez étonnant, d'autant que la mise en œuvre n'est pas très bonne. Alors est-ce que c'est quelque chose qui a été fait un peu à l'économie C'est une charpente qui mériterait aussi qu'on y passe plus de temps pour essayer de comprendre toutes ces petites subtilités, en fait. C'est juste les évolutions ensuite postérieures, par exemple la Granchemont, qui est une ferme de l'époque moderne à Moriaval, donc une ferme très ancienne pour le coup, mais qui a été remontée, qui a brûlé au moins 2 fois et qui a été remontée, où on peut voir qu'on a des aménagements, ce qu'on appelle à surcroît, c'est-à-dire que la charpente vient par-dessus les hauteurs de maçonnerie. On en a des plus importantes. On a également juste ces poinçons de fermettes. Et à partir du 16e et beaucoup au 17e, on va avoir des pénuries de bois, de bois long notamment, parce qu'on va tout envoyer pour la marine. Et après la guerre de 100 ans, on va tout envoyer pour la reconstruction de l'abbaye et autres. On va avoir des vraies pénuries, donc on va essayer de développer des systèmes où on a moins besoin de bois long. On le fait. C'est à peu près cette évolution qui fait qu'on arrive au toit qu'on appelle à la mansarde aussi. C'est juste une évolution de cette charpente sur portique, où on n'a que des bois courts en fait, mis les uns sur les autres, plutôt que d'avoir des grands bois longs qui sont plus difficiles à trouver.